Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Christophe Drouet. J'adore ce générique. C'est vrai qu'on va pouvoir bientôt rajouter la célèbre phrase maintenant de Didier Deschamps aujourd'hui en conférence de presse où il voulait être cloué ou mettre au pilotis. Merci beaucoup sélectionneur. C'est l'after jusqu'à minuit, toujours avec Ali Benarbia, avec Jonathan McCardy et avec Xavier Barré qui vient nous présenter ses 2 nouveaux bouquins. Oui, il fait les choses par 2, Xavier Barré. Tout d'abord, on refait la Coupe du Monde et si l'arbitrage vidéo avait toujours existé. On en parle à 23h30, mais tu le sais, je le disais tout à l'heure, l'after contre la vidéo, mais en tout cas tu vas nous apporter et nous parler un petit peu de fiction avec ces Coupes du Monde et ces erreurs d'arbitrage et puis les Coupes du Monde de football en 90 minutes, les plus belles minutes, toutes les minutes de toutes les Coupes du Monde. D'ailleurs on peut débuter avec une minute, non ? Si je te propose la 47e minute, quelle est la 47e minute la plus célèbre des Coupes du Monde ? Alors, la 47e, eh bien j'ai choisi quelque chose de peut-être un peu inattendu, mais c'est l'exclusion de David Beckham lors du match contre l'Angleterre, contre l'Argentine. Oui, à Geoffroy Guichard, parce que d'abord, elle était un peu injuste, et ensuite, c'était une nouvelle génération anglaise qui arrivait, qu'on attendait. Il y avait un certain nombre d'entre eux qui avaient été très bons en espoir, et donc, avec Simeone qui fait la petite, Diego Simeone aujourd'hui entraîneur de l'Atlético, la petite provocation, et Beckham qui craque, et l'Angleterre qui se retrouve à 10, et donc qui est éliminé, malgré un but incroyable en début de match de Michael Owen. Je pensais que c'était un peu plus tard, là. Donc, 47e minute, tu me dis ? Ouais, je pensais que c'était un peu plus tard dans ils ont joué toute la suite de la partie et la prolongation à 10 contre 11. Mais il était devenu persona non grata, non, David Beckham. C'était très compliqué pour lui. Bien sûr. Même plus, là. Et derrière, il se fait siffler sur tous les terrains du Royaume hors de Manchester, évidemment. Et puis, ce qui est magique, et on le trouve à la 44e minute, la revanche 4 ans plus tard avec ce pénalty marqué contre l'Argentine en 2002, et il élimine l'Argentine de Bielsa dès le premier tour. Donc on a vraiment en 4 ans le pestiféré qui devient héros. Toutes les minutes de la Coupe du Monde résumées par Xavier Barré. Dans quelques instants, d'autres minutes. En plus, tu es allé jusqu'aux prolongations. Donc, oui, même les tirs au but. Ouais, exactement. Il y a même les grandes séances de tirs au but. Bon, on y reviendra dans quelques instants. D'ailleurs, tu nous parlais de Angleterre-Argentine. C'était la vie tranchée de Jonathan il y a quelques instants. L'Argentine n'est pas prête et Renaud nous appelle au 32-16. Bonsoir Renaud. Et bonsoir Jean-Christophe, bonsoir à toute l'équipe, à Xavier, ainsi qu'à l'excellent Jonathan et bien évidemment l'excellent Ali aussi. Ah oui, non, parce que j'ai l'impression qu'il y en a que pour Jonathan ce soir. Il y a tous tes potes qui appellent, Jonathan ? Non. T'inquiète pas, ça arrivera un jour. J'espère. Alors, toi qui es supporter de l'Argentine, est-ce que tu es d'accord avec l'avis tranché de Jonathan, justement ? On peut être que totalement d'accord avec l'avis de Jonathan, c'est-à-dire que là, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes pour la sélection argentine, parce qu'on ne sait pas trop où est-ce que l'équipe va. Effectivement, Joris Sampaoli, qui avait fait un très très bon travail au sein de la sélection chilienne quand il était sélectionneur de la Roja, et bien là, ça tâtonne un petit peu. Moi, je ne vois pas tellement quel est le jeu de l'Argentine. Je vois pas de fil conducteur, de fil directeur. Je vois pas trop où est-ce qu'il va. Et je trouve que l'équipe, elle est globalement relativement âgée. C'est un élément à prendre en compte. Je pense que la moyenne, elle est à peu près de 28 ans. Quand on voit Biglia qui a 32 ans, qui est pas non plus en super forme, il y a des problèmes de blessures. On sait que par exemple, Agüero était pas très en forme là, sur ces dernières semaines, ces derniers mois, même s'il a marqué là en amical contre Haïti. Il y a tous ces problèmes physiques. Si les Argentins veulent aller loin, il va falloir espérer pour eux qu'il n'y ait pas de problème de blessure et compter que sur Messi, ça va pas être suffisant, puisque l'Argentine n'a plus gagné de titre international depuis la Copa América 93 de mémoire. Et donc, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Ça va être d'autant plus triste que là, il y aura, à mon avis, ni du résultat et ni du jeu. C'est ça qui est embêtant. C'est-à-dire que il y aura pas de résultat significatif avec une victoire en Coupe du Monde, à mon avis. Et surtout, au-delà de ça, il y aura pas, au point de vue du plaisir et de l'émotion que peut procurer l'équipe, il n'y aura pas de plaisir et de joie à l'avoir joué. Moi, j'ai préféré l'équipe de Pekerman en 2006 qui perd au tir au but un partout. C'était dommage et c'était une équipe magnifique. Et avec Pekerman, je trouve que l'Argentine de 2006 aurait mérité d'aller peut-être en finale parce qu'elle pratiquait du jeu. C'était vraiment un des animateurs de cette Coupe du Monde 2006, je trouve. Pour moi, elle méritait plus d'aller en finale que l'Italie.
l'Italie qu'on a rencontré de sinistre mémoire en finale, nous la France, et je trouve que Pekerman c'était quand même bien mieux. Et c'est pour ça que je parie un peu plus sur la Colombie ou le Pérou que sur l'Argentine. Je suis un peu déçu parce que pour moi c'est une grande nation de football et c'est un pays que j'aime beaucoup. Et c'est une équipe que je supporte, mais je suis quand même très très inquiet. Et je trouve que le groupe est assez costaud. On va peut-être les retrouver contre la France en huitième de finale. Non, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que l'Argentine est dans le groupe D, donc le groupe qui croise avec la France. On rappelle le groupe de l'Argentine. Il y a la Croatie, il y a l'Islande, il y a le Nigeria. C'est des bonnes équipes. Donc si l'Argentine se fait piéger, cueillir parce qu'elle n'est pas prête dès le premier tour et termine deuxième et que la France termine première, l'Argentine, ça peut être pour la France en huitième de finale. Oui, Renaud. Mais chaque fois que l'Argentine n'avait pas une super équipe, même s'ils avaient une star, et qu'on ne s'attendait pas à qu'elle fasse une belle Coupe du Monde, elle est allée toujours au bout. Et à un moment où on attendait beaucoup de l'Argentine parce qu'elle avait une belle génération avec de très bonnes équipes, elles ne sont pas trop bien passées. Exactement, elles ne sont pas trop bien passées. Donc là, si on n'entend pas trop parler des Argentins, ça ne doit pas trop les déranger. Mais je pense encore une fois qu'en compétition, en général, ils sont toujours là. Et quand tu as la chance d'avoir pas un super joueur, c'est à la fois un patron, un leader et un grand joueur qui a faim de titres avec l'équipe nationale, c'est ce qui lui manque. C'est sa dernière. Hein. Donc il va tirer son équipe et son groupe. Les deux experts argentins, là, il y a Renaud qui nous appelle au 32-16, Jonathan sur le plateau. Vous les voyez aller jusqu'où les Argentins, Renaud? Alors moi je me suis amusé au tirage au sort en décembre. J'ai imaginé une catastrophe avec l'Argentine qui se ferait sortir au premier tour. Avec des matchs compliqués contre l'Islande, avec du pressing physique, avec la capacité des Islandais à tenir. Je pense que ça va être un match compliqué. Le Nigeria, c'est un peu du tout ou rien. On peut s'attendre à tout parce qu'il y a toujours eu beaucoup de talent dans cette sélection-là. Et la Croatie, ça va pas être facile à jouer. Non, c'est clair. Donc moi j'ai deux scénarios, c'est soit une élimination au premier tour avec donc une catastrophe nationale, soit ils arrivent quand même à s'en sortir. Et je les vois perdre en huitième de finale contre le Pérou. C'est-à-dire que pour moi, ils joueraient, en admettant qu'ils finissent premiers, voilà, ric-rac, ils se retrouveraient à jouer contre le Pérou, ils seraient éliminés en huitième de finale contre le Pérou, ce serait la première surprise de la Coupe du Monde. Ok, dans les deux scénarios, ça sent la raclette pour l'Argentine, on a bien compris. Jonathan ? J'ai aucune idée, mais malgré tout, le portrait sombre qu'on vient de dresser de l'état de la sélection, je pense quand même qu'il y a une chance que un truc mystique se produise, que Messi, un joueur comme Messi, ne peut pas se retirer sans avoir fait une exceptionnelle Coupe du Monde. Je veux pas l'imaginer. Je pense que c'est pas, je crois à un truc un petit peu mystique où Messi va porter sur ses épaules la sélection et les amener au bout. Je pense que ça serait une belle histoire. Après, est-ce que vraiment, si on se base sur des choses plus rationnelles, j'ai aucune idée parce qu'il y a aucune certitude. Non, maintenant, de là à dire l'Islande, le Nigeria que j'ai vu jouer, moi, qui n'est pas aussi exceptionnel que ça, je vois mal l'Argentine ne pas passer le premier tour, ça c'est sûr. Et même ils vont nous impressionner contre la Croatie. Et à partir du moment où ils vont jouer contre la Croatie, c'est là que tout le monde va se dire oui, l'Argentine, il faudra compter sur eux encore une fois. Quelques informations. On remercie Renaud qui a proposé le 32-16. À bientôt sur RMC ou chez Jonathan. On a bien compris que vous étiez très proches. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler au 32-16 même si vous n'êtes pas ami personnel avec Jonathan et que vous voulez dire du bien de Xavier Barret, d'Ali Benarbia ou de toi ou de moi-même, votre serviteur. Évidemment, surtout d'ailleurs, si vous voulez dire du bien, c'est le 32-16. Sinon, n'appelez pas. Oui, si tu le sens aussi. Un peu, ouais. Maman, elle n'est pas là à la maison. Si, en plus. C'est l'hôtel du cul tourné tous les soirs, c'est ça. On va repasser au foot et à l'actu du jour. Dans quelques instants, on accueillera David Lorto, notre drôle de dame, et Philippe Auclair pour nous parler et de la Mannschaft et de l'Angleterre. Mais j'ai une information à vous donner après la vidéo. Voilà le 4e remplacement. Vous avez certainement vu cette information aujourd'hui. L'Assemblée Générale de la Ligue qui a débouché sur l'annonce de quelques évolutions réglementaires qui seront mises en œuvre à partir de la saison prochaine, avec donc notamment le 4e remplacement autorisé en prolongation. Mais cette évolution ne concerne pas évidemment tous les matchs, pas les matchs de Ligue 1, juste dans 5 cas. La finale de la Coupe de la Ligue, les 2 playoffs et les 2 barrages en fin de saison. Justification pour le directeur général Didier Quillot de la LFP. Cela accélère le jeu et l'intensité. Cela apporte une fraîcheur nouvelle sur le terrain. Alors je précise juste que la Coupe de France, gérée par la 3F, n'est pas concernée. Cette mesure a déjà été adoptée par l'UEFA pour la saison prochaine, donc pour la Ligue des Champions, pour la Ligue Europa et par la FIFA pour cette la Coupe du Monde. en Russie.
il faut le rappeler. On l'oublie parfois, mais il y aura de finale, en prolongation, il y aura un 4e remplacement. À partir des 8e. Mais c'est quelque chose. Oui, parce que les prolongations, c'est rarement pendant les phases de tour. À l'époque, la FIFA, 16e. Le département du football de la FIFA, et j'avais eu l'information à l'époque, j'étais encore en France Football, a travaillé sur ce sujet depuis 2010. Depuis 2010, donc, ils ont cette idée du 4e remplacement en prolongation. Il y a des gens qui sont payés donc ça a mis du temps. Ça a mis du temps avant d'arriver. Je pense qu'on les a payés pour quelque chose. Ils ont dit bon, il faut bien qu'on justifie les bifetons qu'on prend. Non, mais sans caricaturer. C'est nul. Non, mais attends, il a fallu 40 ans de Coupe du Monde pour autoriser les remplacements en cours de jeu. Il ne faut pas oublier ça. Puisque jusqu'en 1970, il n'y avait pas de remplacement. Et le 3e remplacement arrive en 1994. Seulement pour le gardien de but. Oui, mais alors... c'est à la 21e minute du bouquin Les Coupes du Monde en 90 minutes. Ce que j'aime pas, c'est le côté juste pendant les prolongations. C'est nul. C'est nul parce que ça enlève tout le côté, toute la dramaturgie que les prolongations peuvent avoir. Tu sais, le fait que le sport marque les corps qui sont épuisés et que les joueurs puissent dans leurs ressources. C'est ça qui est beau. Ça enlève ce côté un peu magnifique. Alors à la rigueur qu'on mette un 4e remplacement, je veux bien, mais dans ce cas-là, mets-le sur les 90 minutes et éventuellement sur la prolongation. Comme ça, au moins, il y a de la surprise et il y a le coup près que fait peser la prolongation. C'est incroyable cette émission parce que j'étais d'accord tout de suite avec Xavier Barret. Je trouvais qu'il avait apporté de l'histoire, ça m'intéressait. Et t'as pris la parole et je dois reconnaître que maintenant je suis d'accord avec toi. Ali, tu veux parler peut-être? Oui. J'adore le dernier qui parle, qui arrive. Non, je veux dire, je dis pas que j'oublie le gardien. Hein. Il se blesse assez rarement. Après, tu te retrouves avec 10 joueurs. 3 remplaçants, c'est le tiers. Et je trouve que c'est entièrement suffisant. Eh bien non, moi je vais vous donner un exemple concret. Finale de l'Euro 2012. Oui, mais Italie-Espagne. C'est sûr. L'Italie finit à combien? À 10. Ils sont déjà dominés par l'Espagne et en plus Thiago Motta sort blessé et les 3 remplacements ont été effectués. Non, mais ça peut arriver. Non, mais ça va avec la prise de risque aussi que dit Jonathan. C'est ça qui est beau. Je veux dire que actuellement ton entraîneur il se dit merde, si on va en prolongation je vais pas faire mon coaching maintenant. S'il se dit, et on va le voir pendant la Coupe du Monde, j'ai droit à un remplacement de plus si on va en prolongation, il va prendre le risque à la 70e ou à la 75e de faire son changement au lieu de s'en garder un sous le coude. Donc le spectacle a tout intérêt avec ce 4e remplacement. Déjà en sachant qui joue, en sachant qui joue, on s'en fout pas. Tu préfères voir des 0-0? Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps en prolongation? Les mecs sont cuits, donc ils vont au 0-0. Je veux voir des mecs qui sont crevés et qui se donnent jusqu'au bout. Je veux voir des coachs qui arrivent à gérer. Maintenant, on le retrouve un peu plus. C'est le bagarreur de l'after. Il aime les sports de combat. Je suis aussi un téléspectateur de l'after. Oui, ça n'empêche que effectivement, tu peux avoir un 4e remplaçant qui va t'apporter du punch, qui va t'apporter du spectacle. Et tu vas avoir les 7 autres qui seront fatigués. C'est ça. Non, mais tout le temps. Mais par contre, au moins 7 qui seront si tu es le coach de l'Italie et que tu as Thiago Motta, automatiquement, il te faut un 4e remplaçant. C'était sûr qu'il allait sortir, qu'il a été blessé. Ça, c'est clair. Ça, c'est l'obligation. Il fallait un 4e remplaçant. Il est content, Ali. J'ai plus vieilli, Ali. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire sur le 4e remplacement. Mais en tout cas, oui. Alors, de toute façon, pour la saison prochaine, c'est dans 5 cas. Donc ça va, un 4e remplacement en finale de la Coupe de la Ligue quand le PSG va mener 5-0 face à Monaco. On va être tous tranquilles, quoi. Donc ça, c'est pas très grave. Non, si 5-0, il n'y aura pas de prolongation. Enfin, sauf s'ils ont attendu la. Oui, mais c'était pour la boutade. Par contre, tu me fais depuis des années. C'est vrai que par contre, on doit être cohérent dans ses propos maintenant. Dis donc. Je suis d'accord à la rigueur qu'ils disent à partir des 16e, voire des 8e, même dans les coupes. Je veux dire qu'en venir juste pour la finale. C'est nul. Ouais. Ce que tu as dit. Pour la Coupe de la Ligue, là. Oui, la Coupe de la Ligue, juste pour la finale. Donc c'est nul. Oui, ça je sais, mais pourquoi juste pour la finale? Oui, on demandera à Didi Quillot, mais c'est surtout que c'est important de donner cette information parce que il y a plus de prolongation en Coupe de la Ligue, je crois. Si. Ah mais c'est drôle ça. C'est vrai. Il me semble qu'il n'y a plus de prolongation. C'est pour ça qu'ils acceptent un 4e remplaçant. Attends, là tu as totalement raison, sauf que ça a été justifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Oui, parce que là il y a une prolongation. Donc peut-être voilà. C'est pour ça. Alors que pour les matchs à élimination directe, on passe déjà au tir au but. C'est plutôt pour la finale. Je crois que les Anglais ont adopté la même solution et déjà la saison dernière. Je crois qu'en Angleterre, il y avait le 4e remplacement dans certains cas. Alors, si en plus les Anglais le font, c'est vraiment qu'il ne faut pas le faire. Voilà pour l'une des infos. L'autre information à vous donner rapidement, Zlatan Ibrahimovic qui ne décolère pas, lui qui ne fera pas la Coupe du Monde. Je cite Zlatan, je pense que c'est la plus grosse fête du football. Tous
les meilleurs joueurs y sont. Zlatan n'y est pas. Il devrait y être, mais il n'y est pas. Les médias disent que l'équipe est meilleure sans moi. Donc c'est pour ça que je crois en eux. C'est la mentalité des médias suédois. Je n'ai pas de nom suédois. Je n'ai pas le comportement typique des Suédois. Mais je suis le recordman de buts en équipe nationale. Je précise 62 buts en 116 sélections. Un commentaire ? On verra ce que fait la Suède sans lui. Mais il ne faut pas oublier une chose, on parlait de nouvelle génération. Les Suédois, ils sont champions d'Europe Espoir 2015, avec des très bons joueurs, un vrai groupe homogène. Zlatan, il arrive pour qu'on court pour lui, au bout d'un moment, ça s'arrête. Non, je pense que c'était la fin. Il l'avait démontré de toute façon pendant ces dernières compétitions, qui suivait plus le rythme du très très haut niveau en sélection, et que c'est au contraire, au lieu de parler, laisse un petit peu cette génération. Et par contre, en tant qu'ancien et ancien grand joueur, de pousser et d'être à côté de cette nouvelle génération, plutôt que de dire oui c'est la presse, oui ceci ou cela. C'est dommage. Il fait pas un appel du pied là, il y croit pas encore. Non, ça y est, je pense que pas le tout pour le sélectionneur, il a envie d'être tranquille avec son petit groupe. Et les autres ont pas envie, les autres joueurs sont toujours. Et je pas pense envie de lui, aussi, donc, maintenant qu'il est sorti, il se dit on va pouvoir respirer et toucher et jouer un peu plus au ballon nous aussi. Notre drôle de dame, David Lortolari, est avec nous. Salut David. Hallo Freunde, salut à tous. Guten Abend. Salut. Alors tu es dans l'after ce soir car la Mannschaft s'est imposée face à l'Arabie Saoudite 2-1. Ouais. Que faut-il retenir de ce match ? En tout cas, c'est une victoire pour le dernier match de préparation. Oui, alors, on n'a pas l'habitude de 6h du matin à minuit sur RMC de faire de la langue de bois, donc je vais pas en faire non plus. L'Allemagne ce soir a été humiliée par l'Arabie Saoudite. C'est la première fois de l'histoire que les Saoudiens marquent un but à cette équipe d'Allemagne. Bon, alors ça peut paraître anecdotique, mais même si le sélectionneur après match nous dit, comme il le fait souvent, je me fais aucun souci, on sait qu'on doit s'améliorer, on n'est pas au point, ça sera bon au moment où le tournoi commencera. Ouais, c'est pas terrible pour l'instant, l'Allemagne. Discours officiel. Alors là, c'est une victoire étriquée. D'ailleurs, dans les arrêts de jeu de ce match ce soir, qui se termine donc par 2-1, il y aurait très bien pu avoir une égalisation des Saoudiens parce qu'il y a une action très très chaude qui échoue finalement en sortie de but, mais c'est limite. Le but du 2-1, qui est quand même l'événement historiquement, si on veut, dans les confrontations entre les deux équipes, ce but pour les Saoudiens est marqué sur penalty. Un penalty, allez... Pour moi, il n'y a pas pénalty, mais on peut considérer qu'il y a un pied en opposition de Sami Khedira dans la surface. Ok, pénalty accordé en fin de match, but après que Marc-André Ter Stegen, qui a remplacé Manuel Neuer pendant le match, a arrêté le pénalty dans un premier temps, but derrière dans un deuxième ballon. 3 joueurs saoudiens étaient rentrés dans la surface avant que le tireur n'ait engagé sa frappe, donc le but n'est de toute façon pas valable. Mais ça, c'est peu importe. Il y a eu un but contre l'équipe d'Allemagne, et ce but-là symbolise en ce moment les insuffisances de l'équipe. Sami Khedira, qui a pris le brassard de capitaine après la sortie de Neuer, a dit « Trop de mauvaises passes, il va falloir qu'on s'améliore, ça va être compliqué si on joue comme ça ». Voilà, à un moment donné, j'ai moi été plutôt bienveillant avec cette équipe dans les derniers jours sur notre antenne. Là, je suis un peu plus sévère ce soir. Bien sûr que les joueurs veulent pas se blesser à une semaine de la Coupe du Monde. Bien sûr qu'on avait à peu près les titulaires au coup d'envoi, à part quelques-uns qui étaient ménagés, comme Mesut Özil qui a mal au dos. Mais ce soir, vous gagnez 2-1 contre l'Arabie Saoudite avec beaucoup de mouvements inaboutis, avec une vingtaine de frappes pour finalement 2 buts à l'arrivée. C'est insuffisant. Cette équipe d'Allemagne, conformément à ce qu'on a vu contre l'Autriche, la défaite, conformément à ce qu'on a vu aussi avant, n'est pas encore au point. Je ne sais pas si c'est parce que la préparation physique pèse lourd. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est un peu trop confiant. Je ne sais pas si c'est parce que finalement la sauce ne prend pas super bien. On verra pendant le tournoi. Parce qu'on sait que l'Allemagne n'est pas du tout spécialiste des matchs amicaux, mais c'est ce que j'allais dire, David. Ouais. Produit ce soir est clairement insuffisant. C'est ce que tu aurais dû rajouter, David. Je ne sais pas, je sais parce que c'est les matchs amicaux et que les Allemands jouent toujours comme ça dans les matchs amicaux. Et moi, ça m'étonne pas. Et dès qu'ils mettent l'habit compétition, c'est une machine que tu as en face de toi. Et n'importe quelle équipe qui joue contre les Allemands en compétition, ils prennent des valises. Les 2, les 3, ils se font dominer. Au bout du deuxième but, ils tournent la tête parce qu'ils ont face à eux des joueurs qui sont toujours bien placés, qui récupèrent les ballons, aussi dans tous les postes du terrain. Et c'est ce qui fait surtout mal psychologiquement face à l'Allemagne, ce qui n'est pas le cas dans les matchs amicaux. David, ça s'est passé comment pour Manuel Neuer qui est sorti à la pause ? C'est rassurant ?
Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ciao, David. David, t'es encore là? En tout cas, il n'a pas encaissé de but. Non, il n'a pas encaissé de but, Lui, car évidemment c'est Ter Stegen qui l'a encaissé en deuxième période. On va me dire dans quelques instants si David va revenir parmi nous, ou alors s'il était très énervé après cette victoire donc face à l'Arabie Saoudite. Un petit mot sur cette équipe allemande? Ali a tout dit, de toute manière, on sait qu'ils seront là pendant la vraie compétition. Là, c'est les matchs amicaux, on sait que c'est pas... Moi, je suis pas inquiet, et puis quand tu regardes la qualité du groupe, c'est quand même une sacrée équipe. Et ce qui fait David est de retour. Il n'y a plus de friture sur la ligne. David, je te posais une question sur Manuel Neuer, qui a joué la première période, remplacé par Ter Stegen à la pause. Ça tient, tout va bien, c'est rassurant? Ça, exactement, ça tient pour Manuel Neuer, ça a été bon aussi pour Ter Stegen, on l'a dit, qui a arrêté un penalty. Donc là, on est dans une bonne feuille de route, ça correspond à ce que le sélectionneur souhaitait. Manuel Neuer est apte, il sera donc le titulaire, et Ter Stegen accepte visiblement, ostensiblement, son poste de doublure, et ça a fonctionné aussi pour lui en deuxième période, tout à fait. Super. Bon, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Déclaration de Joachim Löw après la rencontre. Je ne me fais pas de soucis, nous avons encore une semaine, mais je sais que nous devons nous améliorer. Nous serons présents lorsque le mondial commencera. Ça doit faire plaisir. 2 ans, il n'a pas joué de match. Neuer revient juste avant la Coupe du Monde. Ter Stegen, il doit être bien content. T'imagines? 2 années où tu joues et hop, Merci beaucoup David Lorto, on te retrouve très vite dans la sphère évidemment pour parler de la Mannschaft. Dans quelques instants nous allons parler de l'Angleterre, nous allons parler aussi du livre de Xavier Barret, le 2e livre. On refait la Coupe du Monde et si l'arbitrage vidéo avait toujours existé. Peut-être une minute là, à faire ensemble là, sur ton autre bouquin Xavier, la Coupe du Monde de football en 90 minutes. Que s'est-il passé à la, je vais dire quoi, 62e minute? À la 62e minute, alors c'est un double événement dans le livre. Je me suis autorisé une petite fantaisie. Il y a 2 événements. Il y a tout d'abord le but de Crimo qui permet au Maroc d'être la première équipe africaine à se qualifier pour les 8e de finale de Coupe du Monde. C'était au Mexique en 1986. Le Mexique qui bat le Portugal 3-1. Et puis, alors ça j'ai recherché, j'ai eu du mal à retrouver. Il y a aussi le premier penalty manqué ou arrêté dans une phase finale de Coupe du Monde. Et c'est pas un hasard, c'était en 1934 à Gênes lors d'un Espagne-Brésil. Et c'est Ricardo Zamora, le grand gardien espagnol, qui donc arrête le premier penalty dans l'histoire de la Coupe du Monde. C'est vrai que tu as fait preuve de fantaisie quand même. Sur cette 62e minute, sur la veste pas trop, mais sur les deux. J'en étais sûr, je me suis dit, tiens, personne n'a attaqué la veste de Xavier Barret. Évidemment, si vous nous écoutez à la radio, trop compliqué. Si vous voulez nous voir, BFM Sport, on vous l'a décrit quand même. On pourrait dire que c'est un joli bleu des mers du Sud. Le Stabilo. Bleu Stabilo. Non, c'est joli. Moi, j'aime bien. Bleu turquoise. Bleu napolitain, exactement. Bravo Xavier, dans quelques instants, on parle de ton 2e livre. On refait la Coupe du Monde. Valdemar de Brito. Il connaît tout. D'ailleurs, dans quelques instants, il y aura le quiz aussi. On jouera avec vous. Appelez-nous pour remporter les 5 t-shirts de l'After. A tout de suite pour une autre drôle de dame. Philippe Auclair.